Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Ça va y être. Et comme il disait l'animateur dans le micro juste avant qu'il croit qu'on allait l'ouvrir, attention, ça va commencer. Salut, c'est pas pour me vanter, mais vraiment trop, c'est trop. Un mois que le théâtre de l'Odéon est occupé et avec lui une centaine d'autres dans l'Hexagone et toujours rien. Du côté de Jupiter et de sa jolie bande de bras cassés, pas de réaction, si ce n'est une réponse ferme et négative de Roselyne Bachelot à la demande de prolongation de l'année blanche pour les intermittents. Roselyne Bachelot, cette sémillante ministre de la Culture, qui avait par ailleurs, le 10 mars dernier, jugé inutile et dangereux ses occupations. Depuis Silence Radio, Roselyne a chopé le Covid. Parti sur la demande de réouverture immédiate des salles de spectacle, ce mouvement s'ouvre maintenant à des revendications concernant certes l'intermittence, mais aussi et plus généralement la situation des précaires, travailleurs œuvrant à l'ombre du Code du travail et de fait en marge de la société. Du coup, le retrait de la réforme de l'assurance chômage fait aussi partie des revendications portées par ces occupateurs de théâtre. Réforme de l'assurance chômage qui concerne bien sûr les intermittents du spectacle, mais aussi les saisonniers, les salariés de la restauration, les extras et autres salariés agricole payés à la tâche. Effet immédiat de la reprise de ces revendications, ce mouvement d'occupation réussit à rassembler au-delà des seuls intermittents et des salariés du spectacle vivant. On y retrouve actuellement des étudiants en art, des travailleurs actuellement en lutte dans certaines régions, gilets jaunes, postiers en grève, mais aussi plasticiens en recherche de visibilité. Ils rejoignent tous petit à petit ce mouvement et pourraient donner corps à un fantasme bien français, la convergence des luttes. C'est sans doute pour mieux en exorciser la menace et les ravages potentiels que le gouvernement fait comme si ces occupations de théâtre n'existaient pas, bien aidé en cela par la quasi-totalité des médias télévisuels qui n'en parlent pas et n'en montrent aucune image. Autre bâton dans les roues de ce mouvement en pleine phase de regonflement, le reconfinement hexagonal annoncé mercredi dernier, 1er avril. Ça n'était donc pas un poisson. Cette nouvelle configuration pourrait avoir la peau d'un mouvement d'occupation qui se veut quand même un lien et un lieu d'expression d'une révolte qui n'en finit pas de monter mais qui a du mal à trouver un débouché politique. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 32, réalisé par Marc Lazaro. Ce soir, on prend des nouvelles de l'occupation du théâtre de la Cité, occupation qui continue ou pas. On en parle en tout cas avec François Dorembus, Emmanuel Pomard et puis le duo By the Sket sera notre invité unique du soir. By the Sket, Alima Hamel au chant, Vincent Ferrand à la contrebasse. By the Sket que l'on écoute illico pour un premier morceau extrait d'un mini-album EP sauvage qui était sorti l'an dernier en plein confinement, le premier celui-là, By the Sket que l'on écoutera ensuite pour un morceau joué en direct de ce studio. By the Sket, nos invités donc du soir, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. From this day first, I will fall no more on your tomb. I will run in the wood with our songs. From this day first, I will think
no more that you are in love simply with God. From this day forth, my Muslim lady, I will be getting at you from my corridor. From this day forth, my Muslim lady, along the cypresses out there far away. Your name, your name, your name, your name, your name, John Hart, talk Mike. Your name, your name, your name, your name, your name, John Hart, go ikhlas. From this day first, I will dust off my feet before laying down the flowers. From this day first, I will be the eldest of the sister of the mother who is still here. From this day first, my Muslim lady, I will be getting at you from my garden. From this day first, my Muslim lady, along the cypresses out there far away. Your name, your name, your name, your name, your name, John Hart, the talk Mark. Your name, your name, your name, your name, your name, John Hart, go ikhlas. Va y être. Voilà, aujourd'hui, notre réalisateur adoré, Marc Lazaro, a décidé de me piéger à toutes les prises de micro. Je l'en remercie. On en fera un montage, ça sera pour le bêtisier de fin d'année. Bonsoir, Halima Hamel. Bonsoir. Bonsoir, Vincent Ferrand. Et bonsoir. On vient de vous écouter sur un morceau enregistré il y a à peu près un an. Il avait été rendu disponible sur le net à peu près au début du premier confinement, donc une petite année. Ce duo, By the Sket, duo contrebasse-voix. D'abord, Halima, deux mots sur le nom de ce duo. Alors, By the Sket, c'est un mélange de deux langues, anglais et arabe. By the, par le, et sket, qui veut dire le silence, par le silence. Le mot silence a été très fondateur dans la formation de ce duo. On a démarré avec ça, en fait. On a démarré avec rien. Avec du silence, pas du rien, mais avec l'envie de démarrer à partir d'un son qui était le silence. Et on a mis beaucoup de silence dans nos improvisations de départ, dans notre écriture. Ça s'est imposé à nous. On avait besoin, tous les deux, sur ce projet de manière complètement naturelle, de vraiment
être dans le silence. Comment est né ce projet et cette rencontre? Finalement, je regardais vos parcours. Vos parcours. Vous êtes à peu près sur la scène toulousaine depuis la même époque, milieu des années 90, on va le dire rapidement comme ça. La première fois que j'ai pu voir Halima Hamel sur scène, c'était dans une espèce de collectif qui s'appelait les joueurs de voix et qui investissait régulièrement la scène du bijou avec Dorembus qui était le chef de la meute, remplacé sur la fin des joueurs de voix par un chanteur qu'on aimait beaucoup ici qui s'appelait Nicolas Bacchus. Et puis Vincent Ferrand, à peu près à la même époque, sévissait dans un autre collectif qui s'appelait le CUF, le Contrat Ultra Frêle. Et c'est vrai que depuis, finalement, vous avez... Le complot, qu'est-ce que j'ai dit? Pas le contrat. Ouais, le complot Ultra Frêle. C'est sans le doute... contrat, je ne l'ai pas signé. Tu sais ce que j'en ai fait? C'est sans doute pour ça que le complot s'est arrêté. Et c'est vrai que vous vous êtes sans doute croisés à ce moment-là dans divers lieux, mais pas trop sur scène. De quoi est né et comment est né ce projet, Halima ou Vincent? Allez. Eh bien, en fait, on avait travaillé ensemble sur des textes de Maïs Abeille avec Camille Sabatier. Et on faisait des lectures du texte Sous le jasmin la nuit. Et là, on a appris à se connaître. On a fait des ateliers, on a fait de la scène. Et c'était vraiment grâce à Myriam Mauger, qu'on peut citer aussi au passage, qui nous a fait nous rencontrer sur scène, quoi. Parce qu'en fait, on se connaissait comme ça. Et voilà, on a appris à se connaître, on a appris à s'aimer. et on a eu envie de continuer l'aventure ensemble. Elle m'a emmené aux États-Unis l'année précédente, le Halloween 2019, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était peu de temps. Elle m'a amené dans l'Ohio faire 2 concerts et des conférences sur le rapport France-Algérie, parce que c'est quand même ça qui est au cœur de notre rencontre. Voilà, justement, Halima, le projet, on comprend comment la rencontre a pu se faire, mais le projet de départ, sa ligne éditoriale, c'était quoi? Alors moi, vous disiez le silence tout à l'heure et que c'est parti d'une histoire de silence, mais c'était pour construire quoi? Mon truc obsessionnel, en fait, dans la musique, c'est je raconte cette histoire algérienne qui est la mienne et qui est celle de centaines de milliers d'individus, et tout ce que a traversé l'Algérie, que moi j'ai traversé de plein fouet avec la mort d'une de mes sœurs, enfin tout ce qui m'a finalement, toute cette douleur d'Algérien qui m'a amené sur scène, et qui continue en fait de vivre sa vie sur scène. Ouais, moi j'appelle ça mon obsession en fait. C'est une vraie obsession, quoi. Hein. C'est ça qui me fait chanter. Voilà, donc je continue avec ça. Et puis, il y a 20 ans, c'était très en colère, et maintenant c'est très... toujours parfois dans certains endroits très en colère, certains endroits artistiques, je veux dire, mais j'y ajoute tout le temps de plus en plus de silence, justement, d'intériorité, d'envie peut-être que ce soit plus obsessionnel, en fait. Et c'est vrai que lorsque vous parlez d'obsession, il y a notamment cette chanson dont vous allez me rappeler tout de suite le nom, qui parle de votre sœur. Alors, comment elle s'appelle sur ce... Je me rappelle plus. Bon, en tout cas, il y a une chanson que vous avez... Oui, parce que là, elle est en anglais. Voilà. Comme on est passé par les États-Unis, je me la suis traduite en anglais, donc je la chante en anglais, du coup, je m'embrouille. Qui s'appelle Désormais en français. Et je crois que cette chanson, je dois en avoir 5 ou 6 versions, avec 5 ou 6 formations différentes. C'est l'obsession. Et non, mais voilà. Il n'y en a pas 5 ou 6, je crois qu'il y en a 4. Il y en a 4, mais j'en ai une 5e que vous avez chantée lorsque vous êtes venu faire une fête de Caramel Mandala avec un groupe un peu électrique.
Et je pense que c'est celle-là, la 5e. Ah, peut-être. Et c'est vrai que je me disais, est-ce que le pouvoir de résilience de la musique est si fort que ça pour que cette chanson, vous la remettiez systématiquement sur le métier? Et alors, effectivement, elle est de plus en plus douce. Elle a pu être énervée et elle est de plus en plus douce. Ouais. J'arrive pas à me séparer de cette chanson. Donc je la garde, quoi. C'est comme si je gardais un peu ma sœur près de moi quand je chante, je pense. Le précédent spectacle qui tournait autour de l'Algérie, et là je ne parle pas simplement de votre sœur, mais de l'Algérie, c'était Medea Mountain. Medea Mountains, ouais, qui s'est joué pendant le confinement aussi, juste à la veille du confinement. Bon, qui était un projet musical au départ et qui est devenu un objet théâtral, qui s'est joué plusieurs fois à Paris, notamment au Bouffe du Nord. Au Bouffe du Nord, ouais. C'est ça. Qui s'est joué avant au Sorano. Ouais, et à Toulouse. Quel était le plus dans le processus justement de création de votre répertoire qui tourne autour de la même histoire et donc de votre histoire algérienne, quel était le plus de cette mise en scène théâtrale par rapport aux versions que vous avez fait nettement plus musicales? Ouais, alors ça c'est un point important justement. Dans la version théâtre, je raconte tout. Je raconte les faits tels qu'ils sont vraiment. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris 2 ans pour écrire un récit, puisque moi je n'ai pas l'habitude d'écrire du récit ou de la narration ou de la nouvelle ou du roman, ce genre de choses. J'écris que des textes courts, de poésie ou de chansons. Et à travers la poésie, à travers la chanson, on entend ce qui est écrit, mais on entend aussi beaucoup d'autres choses. Voilà, c'était pas. J'avais envie que ce soit très 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 clair, qu'on entende, qu'on lise vraiment ce qui s'est passé, et notamment pendant cette guerre de 91 à 2001. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment se sont déroulés les massacres? Donc c'est un texte assez violent, assez fort. Et voilà, j'avais ce besoin d'aller encore plus loin, sans doute, d'une certaine façon. D'aller vers quelque chose de plus... qu'offre le théâtre, quelque chose d'assez politique, en fait, qui est plus offert par le théâtre, je trouve, que par la musique. Et qui permet aussi de mettre ses tripes sur la scène? Ah ben les tripes sur la scène, je les mets, je crois, moi, personnellement, je les mets beaucoup plus dans le chant que dans le fait de dire du texte. D'ailleurs, dans ce spectacle, je chante aussi, je fais les deux, et c'est très important. Les tripes, je les mets autant, franchement, dans l'un que dans l'autre. Je suis plus à l'aise avec le chant. J'ai l'impression d'aller beaucoup plus au fond de moi avec le chant, mais là je voulais que, alors à la fin des spectacles, les gens me disent mais c'est incroyable en fait ce qui s'est passé. Les gens ne savent pas ce qui s'est passé. Ouais. Et ça, je crois que j'avais envie que les gens sachent. Et l'entendent. Donc politiquement d'une certaine façon. Et suite à ça, donc il y a By the Skate, Vincent Ferrand, dont vous êtes le contrebassiste. On parlera tout à l'heure de comment se sont montées un peu les compositions, mais comment on rentre dans un univers aussi personnel, parce que pour le coup, même si le répertoire et les compositions ont sans doute été écrites à deux, vous nous le direz dans quelques minutes, là vous rentrez vraiment dans la vie d'Halima Hamel, qui c'est effectivement son sujet artistique depuis des années. Comment on y rentre dans cet univers-là et on en fait un peu le sien aussi? Moi, c'est un cadeau, c'est un honneur, c'est un grand plaisir pour moi. Vraiment, c'est pas des mots à la con. Vraiment, je suis super content de pouvoir faire ce travail avec Halima et de pouvoir offrir ma personnalité, ma musicalité, mon univers à 100%, qui je suis. Sans me modeler dans un truc arabisant ou quoi, je fais pas ça, je fais ma musique, mon univers au service de son univers à elle. L'image que je prends, c'est que elle, c'est comme si c'était elle prend toute la place en fait, c'est le ciel qui prend toute sa place. Et moi je prends toute la place, je suis la terre en fait dessous et je la soutiens
Et ce mélange musique occidentale et musique arabe, c'est quelque chose qui me tarabuste depuis longtemps. C'est-à-dire, depuis longtemps pour moi, évidemment, je n'ai que 47 ans ou 49 ans. Et depuis que je suis enfant, je voulais dire. Voilà. Depuis que je suis enfant, je souhaite comme ça un mélange... et je peux enfin le réaliser au service d'une personne qui a une histoire vraiment à raconter, qui a des propos forts, profonds, et une musique qui me touche. Voilà, je suis très content. Tu sais que je fais le Zine Trio. Enfin, pour moi, le côté politique, de pouvoir lier et assembler toute ma poésie que je peux au service d'idées politiques et quasi, je sais pas, sociologique, historique. Là, vraiment, je suis dans mon élément, quoi. Comment, à partir de là, se construit ce répertoire? Donc, je suppose qu'il y a une partie de narration qui est faite à votre compagnon de jeu, mais à partir de là, comment se construit ce répertoire qui est quand même fait de pas mal de textes et de chansons nouvelles, j'allais dire? C'est pas une revisite de morceaux que vous avez écrits. Il y en a quelques-uns. Il y a des nouveaux textes aussi. Il y a des improvisations, tous les deux. Il y a quelques... Voilà, des improvisations qu'on affine et qu'on reprend les éléments des improvisations qui nous plaisent, qui nous semblent judicieux, qui nous semblent intéressants. Et on petit à petit, ça s'écrit. Pour écrire un morceau, quoi. Voilà, on part de l'improvisation, comme ça se fait beaucoup. Et comme c'est super chouette de faire, c'est un travail long et chouette, vraiment hyper agréable, quoi. Comme le potier qui fait ça. C'est vrai, hein, il y a quelque chose de ça. C'est une impro. Tout est impro, en fait. Hein, ouais, long et simple, finalement. Hein, ça n'a pas été très compliqué. On est que deux, en plus. Hein. Oui, oui. Et je me disais aussi par rapport à vos dernières collaborations, il y a eu celle avec Fabrice Van Daan, donc qui était le guitariste de la première partie du projet Medea Mountain. Vous avez joué à un moment donné aussi avec Lon Kent, autre guitariste, mais là, nettement plus blues rock, sévissant à Toulouse, avec un projet qui était aussi absolument formidable. Mais c'est vrai que petit à petit, vous venez, dont je parlais des joueurs de voix tout à l'heure, le groupe qui vous a fait connaître sur la scène à Toulouse, c'était Monco Maroc, où là c'était une formation, vous étiez 4 sur scène, formation de jazz. Pas que, mais on va dire, pour faire vite, formation de jazz. C'est vrai que petit à petit, vous épurez un peu l'accompagnement. Lon Kent prenait beaucoup de place avec sa guitare et ses effets. Fabrice, sans doute un peu moins. Maintenant, Vincent est très sur le fil. Petit à petit, on a l'impression que vous cherchez à minimiser l'accompagnement pour arriver à la voix la plus pure, j'allais dire. Ouais, certainement, l'essence. Hein. J'aimerais bien d'ailleurs, à un moment donné, me enregistrer que de la voix. Oui, c'est un cheminement naturel qui appartient à mon monde artistique, mais à mon monde tout court, en fait. Voilà, sans doute dégager aussi certainement tous les meubles de mon appartement, ce genre de trucs. Non, vraiment alléger le plus possible. Et c'est vrai que ça allège beaucoup en ce moment. Ça allège beaucoup, en fait, dans ce que vous fabriquez, que vous proposez. On a vraiment l'impression que qu'il y a un travail sur les purs qui est assez primordial pour vous. Alors oui, moi je dirais que pour moi c'est essentiel. Hein. Essentiel. Hein. Et naturel, ça me paraît naturel. Je ne saurais même pas en parler, en fait. Enfin, il faudrait un peu plus de temps. Prenez 5 minutes. Allez. Soyons fous. Les textes ont toujours eu beaucoup d'importance pour vous. Je me souviens à l'époque de Monco Maroc, il y avait des textes de poètes. Je me souviens notamment de Pessoa, mais il n'y avait pas que Pessoa que vous lisiez sur scène. La poésie a toujours eu beaucoup d'importance pour vous. Ce voyage dont vous parliez, ou dont Vincent parlait tout à l'heure à Noyo, il y a 1 an et demi, c'était aussi pour ça. C'était pour... Vous y êtes allée pas comme musicienne, mais finalement comme une poétesse, invitée par le circuit de certaines universités américaines pour vous y produire avec un musicien, mais vous étiez présentée comme une poétesse. C'est vraiment quelque chose là aussi qui a beaucoup d'importance dans votre univers et dans votre parcours, le texte et la poésie. Oui. C'est presque parallèle à la musique.
la littérature, les mots qui au départ, la grande écrivaine qui me suit toujours, que j'aime énormément et qui m'influence beaucoup, c'est Marguerite Duras, que j'ai lue adolescente et qui est toujours là, qui pour moi est une grande poète, une poète des profondeurs, avec une écriture au souffle court finalement, même si ce sont des romans, des phrases courtes et hyper profondes, assez brutales. Voilà, je les découvre. Tout ça, ça vient de la période ado, en fait, où j'allais à la MJC tous les soirs après l'école, m'enfermer dans la bibliothèque, pas spécialement pour lire, mais pour chercher du calme, parce que c'était le seul endroit de ma vie, vraiment, du quotidien, où il y avait du calme. Et il se trouve que dans une bibliothèque calme, il y a des livres. Donc, j'ai beaucoup... j'ai pas beaucoup lu à ce moment-là, mais j'étais vraiment... j'ai commencé la lecture à cet endroit-là, et puis ça m'a... J'ai continué. Après, j'ai fait des rencontres très intéressantes. J'ai eu des amis très très lecteurs qui m'ont amené sur le chemin de la culture, des peintres, tout ça à Nantes. Et ça m'a apporté une culture. Et pour l'écriture, j'adore les mots autant que la musique. Vincent Ferrand, vos dernières expériences musicales, au moins les deux dernières, il y avait le Zine Trio, vous en parliez il y a 2 minutes, mais le Zine Trio, c'était une grosse formation lorsque vous avez enregistré l'album. Il y avait plus que 3 personnes sur cet album-là. Zine, en hommage à cet historien américain qui a écrit dans les années 80-90 une somptueuse histoire populaire des États-Unis. Et puis il y a eu aussi Ostar Claquet, qui était une joyeuse bande de furibars menée par 2 saxophonistes tout autant furibars que le titre du groupe, donc Desmereaux et Florian Nastorg. Comment on sort de ces expériences tonitruantes à quelque chose de nettement plus intimiste? Eh bien, c'est un petit peu, je dirais... l'équilibre des choses, en fait. C'est-à-dire un orchestre plein et furibard, comme tu dis. Et puis une pratique solo aussi, que moi je fais quotidiennement. Et voilà, un équilibre des choses. Ouais, ça me semble être ça, ouais. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, l'étiquette qu'on pouvait vous coller dans le dos, c'était un musicien de collectif. Donc il y avait le CUF, donc Glace Oignon, qui était un des groupes dans lequel vous jouiez dans ce collectif-là, mais il y en avait plein d'autres avec lesquels vous avez collaboré. Il y avait cette aventure de Lina Lamont autour de cette figure du cinéma américain. C'est l'histoire de Châtelain sous la pluie, Lina Lamont étant cette jolie actrice du début du film qui, lorsque le parlant arrive, se rend compte qu'elle a une voix de crécelle et qui finalement ne va pas passer l'obstacle du cinéma parlant. Et donc il y avait une comédie musicale que vous avez montée. Là aussi, c'était une aventure un peu collective. C'est vrai que c'est finalement une des premières fois où on vous voit dans un format aussi étroit. Ah oui, parce qu'en fait, moi, je suis, ça me va que tu vois les choses comme ça, mais moi, de mon point de vue, je me suis retrouvé souvent seul sur scène. Et Lina Lamont, j'étais seul avec mes machines, et j'étais pas seul parce que j'avais la contrebasse et l'écran qui montrait Lina, et moi je la cherchais. Entre parenthèses, elle ne sait pas qu'elle a une voix de crécelle. Oui, c'est nous qui le savons. Mais nous le savons parce que nous l'entendons. Nous l'entendons. Et après, je me suis retrouvé après ce solo-là où il y avait plein de machines, où c'était vraiment un truc... je me régalais, mais c'était très difficile. Je me suis dit que je vais faire un deuxième solo, mais sans machine, et j'étais à poil, contrebasse-voix. Ça s'appelait De l'invention des labyrinthes. Et donc, j'ai l'impression, moi... Je suis très content que tu me vois comme un gars des collectifs, ça me fait très plaisir, parce que c'est vrai que je collabore avec pas mal de gens. Mais dans ma pratique quotidienne, et ouais, c'est ça, dans ma pratique quotidienne, je me retrouve vraiment souvent seul, et je me suis retrouvé beaucoup seul sur scène à me montrer, quoi, à montrer
qui j'étais et quelles étaient mes failles, etc. De l'invention des labyrinthes. Et donc de me retrouver là, avec Halima, à devoir, moi tout seul, faire l'orchestre, j'adore ça. Autant j'adore, tu vois, par exemple, jouer avec... Parce que pour moi, le parent irremplaçable, c'est le batteur. C'est pour ça, au Star Claqué, c'est avant tout pour moi de jouer avec Fabien Discombe, tu vois, qui faisait partie aussi de Glass Onion, ou alors Théo Moutou, qui est le batteur de Zine Trio. C'est un enchantement, tu vois, de jouer avec des musiciens comme ça qui sont des... Enfin, j'ai plein d'images dans la tête qui me viennent et dans le corps, mais quand je dois tout seul, moi, remplacer tout ça et qu'il n'y a plus que la contrebasse pour faire ressentir la percu, l'harmonie, la mélodie, l'accompagnement, l'harmonie. J'adore. Je me retrouve et je crois... alors toi, tu me vois comme un homme de collectif. Moi, je me vois comme un homme de solo. Peut-être que je me trompe, mais dans ma perception, je crois que... enfin... Bon, bref, non. Non, écoute, je me régale en tout cas de faire ça, de faire l'orchestre tout seul, ouais, c'est ça. Ouais. Ce voyage aux États-Unis l'année dernière, vous en retirez quoi ? Ah, c'était génial. C'était la 3e fois, moi, que j'y allais. Toujours dans les universités. La culture est très présente dans les universités, là-bas. Et quasiment que dans les universités, d'ailleurs. C'était très bien parce que c'était... on a fait 2 concerts, on est resté une semaine et on a rencontré je sais plus combien de classes, enfin que des étudiants en première, deuxième, troisième année de je sais plus quoi, différentes matières et on a beaucoup discuté de la relation Algérie-France. Et ils étaient extrêmement curieux et ils ont une vision qui est la leur sur l'Algérie, beaucoup moins tabouisée que la vision française de l'Algérie-France. Beaucoup moins passionnée. Absolument, pour cette raison-là. Et du coup, c'était très intéressant pour nous d'avoir cette vision-là. Et c'était sans doute intéressant pour eux d'avoir un point de vue de témoignages, voilà. Donc c'était hyper riche, c'était vraiment extraordinaire. Et puis on a fait tout ça en anglais, en français. Ça c'était intéressant aussi. Moi j'aime énormément la langue anglaise. Et voilà, de très belles rencontres. On adorerait y retourner. L'Algérie, vous y avez encore des liens. Comment vous voyez la situation de révolte qui secoue ce pays depuis un an et demi ? Alors là, en ce moment, c'est l'Algérie. Moi, je n'y suis pas retournée depuis 2018. J'ai écouté, lu, regardé, comme vous, depuis la France, le Hirak, là, les mouvements, j'allais dire actuels, mais avant le confinement, et qui là, je sais pas trop de reprendre. C'est un peu compliqué là. Évidemment, ça a été, je pense la même chose que tous les Algériens qui sont en révolte. Ça a été incroyable de pouvoir mener cette révolte. Les débuts étaient complètement hallucinants. On était fous de bonheur. Ensuite, la manière dont ça s'est vite cassé la figure a été très violente. Très déprimante et voilà, l'Algérie, ça nous ramène toujours à ça, en fait, à cette espèce de déprime profonde où rien ne semble évoluer, alors qu'on a des gens tellement extraordinaires en Algérie qui, malheureusement, pendant cette période de décennie noire, ont dû partir. Énormément d'intellectuels, tu le sais, se sont barrés de l'Algérie. Donc voilà, ça donne un pays où la culture s'est terriblement appauvrie, où beaucoup de gens extrêmement intéressants ont dû partir. Il y a une paupérisation terrible, une impossibilité complète de quitter le pays, une espèce d'enfermement. C'est très très dur. C'est très dur ce que vit l'Algérie.
un pays, l'Algérie, donc qui reste au centre de votre engagement artistique. On va en écouter tout de suite un nouvel exemple avec le morceau que vous allez nous jouer en direct, contrebasse-voix dans ce studio. Juste avant, deux questions à l'un et à l'autre discographique. Zine Trio, il y avait des morceaux qui traînaient l'année dernière, là aussi, au moment du confinement, où tous les artistes ont dit, allez, on va produire. Je pense qu'il n'y a eu jamais autant de production musicale que l'année dernière pendant le mois d'avril et de mai. Le Zine Trio, l'album, il sort quand ? Il est prévu, il est enregistré. Ça reste un projet pour après le confinement ? Voilà, c'est un projet pour après le confinement. Ouais. Ouais, je bosse mes morceaux, je bosse mes morceaux tranquilles. Et on joue le 3 juin à Luther King, là, Alban Mainville. Alban Mainville. Ouais. C'est bien qu'il y ait des gens qui aient le moral aussi fort pour pouvoir dire on joue en juin. Ça j'adore. Donc on va croiser les doigts et on va le croire. Et sur ce projet, à Lima, By the Skate, il y a quelque chose qui va sortir. Hein. On a des dates. 4 juillet, oui. Et puis on a des dates en 22 en fait. Ah oui, voilà, oui. Ça peut-être que le 4 juillet, 10 jours avant la vaccination de toute la population française, c'est formidable. C'est formidable. Et en termes d'enregistrement d'album, By the Skate, il y a quelque chose ? Ah bah on y pense là en ce moment. Ah ouais. On y travaille. Ouais. Très bien. Bon, ben en attendant, vous allez nous offrir un morceau, donc en direct, Vincent Ferrand à la contrebasse. Il est temps, Vincent, d'aller chercher l'instrument. Alima Hamel à la voix, donc By the Skate, un duo largement recommandé par la maison, mais ça, vous l'aurez compris, ça fait un petit moment qu'on joue ces morceaux à Caramel Mou. Voilà, merci d'être venu en tout cas nous proposer ces morceaux ce soir. Merci à toi, merci. Joe. Merci à vous tous. شعري حرش ومسوسة قبار بوصف لي ضبية دربو من شعري توير حية والضيف زوج حلاوة بابا بياد بابا بياد مرفي كفى واسمي والسميحي حاجة حلوة كفى واسمي شعر حرش وربك بشرب وربك بشرب توف نورا مسقورة شعر حرش انك تللم لولا لا نشوفها انك تللو انك تللو
بسمي حي 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 جحلو Après ce morceau By the Skate, Halima Hamel à la voix, Vincent Ferrand à la contrebasse, la radio n'aimant pas trop le silence, on va passer tout de suite à la suite. Mais merci beaucoup en tout cas de ce moment assez magique. Merci à tous les deux. Voilà, là, on parlait de pleurer. Vincent qui faisait une déclaration d'amour à Halima en lui disant que elle le faisait toujours pleurer. Là, on va pleurer pour de vrai, puisque on va parler de la situation qui occupe actuellement le monde du spectacle, mais par ricochet, il n'y a pas que le monde du spectacle qui devrait se sentir concerné par ce problème lié à l'intermittence et aux conditions de travail et de moyens qui sont donnés au monde de la culture en ce moment, et puis à la fermeture totale des moyens de diffusion du spectacle. On va en parler avec François Dorembus et puis Manuel Pomar de cette occupation du théâtre de la Cité à Toulouse qui fait suite à cette première occupation de l'Odéon il y a déjà un mois, c'était le 4 ou le 5 mars, si je me souviens bien. Donc cet après-midi AG au théâtre pour savoir un peu la suite des événements. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement, François Dorembus, un peu sur quoi est partie cette occupation et ce mouvement d'occupation? Alors, il faut rendre à César ce qui est aux étudiants. C'est parti quand même des étudiants d'art, d'école des beaux-arts, des élèves du conservatoire, en tout cas, en ce qui concerne Toulouse, mais pas que, parce que c'est aussi ce qui s'est passé à l'Odéon. Et dans pas mal de régions, alors évidemment, se sont fédérés très rapidement les collectifs CIP, syndicats. Mais c'est vraiment parti à la base d'un mouvement étudiant, des jeunes qui sortent de formations professionnelles. Oui, on va expliquer aussi les sigles. CIP, Comité des intermittents et des précaires. Et des précaires, voilà, c'est une coordination nationale qui existe sur toute la France. Et puis bien sûr, tous les syndicats SFA, CGT, SNAM, CGT, c'est-à-dire les acteurs, comédiens et les musiciens. Le SINAVI, qui est aussi du coup un syndicat dit d'employeurs, mais enfin qui représente surtout les petites compagnies et un nombre considérable de salariés eux-mêmes. Et puis aussi, alors après, Profedim. Enfin, je vous fais fi de tous les sigles. Comment on appelle ça, pas des anachronismes, des acronymes. Voilà. Je voudrais quand même dire quelque chose là, parce que je crois que oui. Oui. François. Je suis très content de faire ce passage militant avec Halima et Vincent à côté, parce que il y a quand même quelque chose à dire avant de rentrer dans le détail de ce qui se passe au TNT. C'est que cette crise, elle remet aussi les artistes au cœur c'est-à-dire là, on n'a plus de programmation, les tutelles sont un peu essayées de soutenir parfois les gens plus repérés que d'autres, donc voilà. Mais ce qui continue de vivre et ce qui continue d'exister, c'est ça, quoi. On est à la fois, je pense, on remet l'artiste au centre avec aussi tout leur engagement au sein de leur métier, quoi, même s'ils sont pas syndiqués. C'est des discussions qu'on a un peu sur les réseaux sociaux avec Halima en ce moment, mais c'est un débat très intéressant. Mais c'est vrai que le premier engagement qu'on a, c'est en plus, quand on a ce contexte politique et profondément humaniste que défendent notamment ce duo, je crois, on l'a d'abord en effet dans notre métier. Alors évidemment, là en ce moment on peut pas le partager, donc c'est la difficulté. Mais partout dans le monde,
Covid, pas Covid, guerre, révolution, oppression. L'artiste, c'est comme un ruisseau qui continue toujours d'irriguer et de couler. Bon, je vais pas me mettre dans mon lyrisme, mais voilà, ce que je veux dire, il y a rien. On est à la fois les chercheurs d'or et les pépites, peut-être. Et cette crise, elle remet ça aussi un petit peu. Elle nous remet au centre. Au centre, on est dans des problèmes de diffusion tout le temps. On est dans des problèmes de programmation ou de montage de dossiers. Montage de dossiers, de plus en plus. On devient des administrateurs à mi-temps pour beaucoup d'entre nous, dont je fais partie d'ailleurs, et au sein des compagnies. Donc voilà, je voulais juste parler de ça. Et moi, c'est aussi bien sûr ce qui est un moteur avant tout, plus que le moteur militant pour militant. Mais c'est sûr qu'on a besoin de monde, on a besoin de relais. Et c'est ce que je dis dans mon dernier post à Alima. Je lui dis l'engagement politique hors contexte poétique, hors corrélé à la poésie, il est aussi joyeux, il est aussi gourmand, il est aussi spirituel dans le sens où on n'est pas là pour faire le mouton et dresser le poing, mais aussi parce qu'on est là pour défendre des causes justes, et ce qui me touche beaucoup, et ce qui doit parler aussi à Alima et Vincent, et on porte aussi une mémoire des luttes, on porte aussi une mémoire de tous ceux qui se sont battus pour des petites choses, le maintien de l'intermittence, entre autres, mais pour des causes encore plus sanglantes parfois, malheureusement, et qui nous permettent là de vivre, de voter, de respirer, de se marier entre hommes, entre femmes, bon bref. Et pour revenir au TNT, voilà, et de parler à micro pour dire qu'on n'est pas content. Alors, pour revenir au TNT, j'ai un référent à la CGT qui a un petit panneau au-dessus de moi et qui se lève souvent, il me met hors sujet. Voilà, mais c'est mais c'est pas grave, c'est comme ça que je vis mon activité de militance. Et au TNT, on est donc comment dire, c'est difficile d'accuser de machiavélisme les mesures sanitaires, et puis même ce virus, et puis même ce gouvernement quelque part, mais je pense que là, du coup, on est dans un resserrement. Il y a plus de 20 structures dans toute la France où il y a la pression, notamment à Montreuil, ils doivent dégager à 21h. Donc, les dernières mesures de confinement, évidemment, nous désoccupent. Voilà. Rebattent les cartes de ces occupations. Donc, on sort de réunion avec la direction du Syndiac, de la direction du Syndiac qui représente à la fois la direction du Théâtre de la Cité, des scènes donc conventionnelles labellisées, et puis, mais aussi du CINAV, d'autres acronymes qui représentent l'ensemble de la profession dite de nos employeurs, mais c'est aussi des petites compagnies et les scènes conventionnées, où on est sur une plateforme commune, intersyndicale, bien sûr, personne est contre la réouverture, mais en tout cas d'une reprise dans des conditions corrélées aux mesures sociales. J'ai un petit temps d'hésitation parce que le décret pour la réforme de l'assurance chômage est passé quand même hier. Oui. Et avec une application dans son premier volet dès le 1er juillet. Ce sera, je ne sais pas, ça dépend de l'ampleur de la mobilisation à venir, parce qu'on ne peut pas se battre aussi pour... on n'est pas... Comment dire, on ne peut pas se soulever des... On ne se bat pas contre des moulins à vent, voilà. Je ne suis pas Don Quichotte, et je pense qu'on n'est pas beaucoup d'entre nous le sont. Donc ça dépendra aussi de l'ampleur du rapport de force, mais là, déjà... on va dire premier acte, ça touche un peu à ce que sont parlait Alima aussi sur le découragement parfois, parce que ça c'est douloureux, la militance est joyeuse, c'est plein de morceaux de fraternité, mais c'est aussi là depuis quand même on n'est pas vernis là, ça fait combien depuis 3 gouvernements socialistes compris, on est dans la rue parfois à 1 million ou plus d'1 million, et puis rien, les retraites, que tout passe, t'es un rouleau compresseur. C'est incompréhensible, quoi. Même dans un logiciel de droite, je comprends pas comment on peut être aussi stupide, quoi. Ils veulent vraiment qu'on arrive au populisme dans ce pays et dans d'autres. Bon, enfin bref. Donc, je reviens hors sujet. Merci Michel. J'ai le spectre de mon référent CGT là qui me hante. Il sera à votre place la semaine prochaine. J'espère qu'il sera plus concis. Il est beaucoup plus concis. Moi, je suis juste circoncis, mais ça ne regarde personne. Bon, mais donc oui, donc pour l'occupation du TNT. Pour l'occupation du TNT, on a une injonction d'être à 6 personnes, mais qui va être un peu le modèle un peu sur toutes les occupations. C'est-à-dire, ils nous virent pas dans la mesure où on reste 6 personnes testées.
et pas vaccinés, mais en tout cas testés. Les AG donc et les commissions d'action ne pourront plus y avoir lieu. Ne pourront plus y avoir lieu. Et à ce moment-là, c'est la grainerie qui nous ouvre les portes et le théâtre du Grand Rond, pareil, avec les précautions requises. Mais voilà, on est dans cet étau à la fois des mesures sanitaires, d'une attitude du Syndéac qui entre solidarité, le cul entre trois chaises. On peut comprendre aussi, moi j'aime pas les caricatures, pour ça je rejoins Alima parce qu'il y a eu aussi d'autres posts sur d'autres sujets dans lesquels je la rejoignais d'ailleurs complètement. Je sais plus si c'était sur le féminisme, sur d'autres choses où on caricature, on binarise vraiment les bons et les mauvais, quoi. Et du coup, en effet, un directeur de théâtre comme Stéphane Gilles, pour ne pas le nommer, au TNT à Toulouse, il a une responsabilité pénale, juridique. S'il y a même un mec de l'occupation qui l'attaque parce qu'il s'est chopé le Covid en tant qu'occupant, bien sûr, ça n'arrive jamais. Mais en tout cas, voilà. Il a aussi un patron, il a même deux patrons, c'est la préfecture et le maire de Toulouse. Donc, bien sûr, en tant que syndicaliste, je ne devrais pas prendre la défense, entre guillemets, ou donner un panorama sur nos employeurs. Mais justement, c'est ce que je me refuse à faire, c'est être dans la caricature avec les bons salariés et les mauvais patrons. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Ce qui était en train, parce que vous parliez d'AG, vous parliez de commission, ce qui est en train de se passer un peu à Toulouse, mais dans pratiquement tous les théâtres occupés en France, c'est justement cette entrée je le disais, en entrée d'émission de gens qui ne sont pas du spectacle, mais qui viennent parce qu'ils se sentent concernés par cette lutte autour des précaires, parce que c'est en train de devenir aussi ça. Les AG, je suis pas sûr qu'il y ait que des artistes lorsque les AG se passent à Toulouse. Il y a aussi des gens qui viennent des Gilets jaunes, qui viennent d'autres mouvements sociaux qui se passent en France depuis un petit moment. Cet après-midi, Manu Pomar, une AG au théâtre de la Cité, donc je suppose qu'il y était effectivement question de ce que était en train de nous dire François Dorembe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'à partir de demain soir 19h, on est de nouveau reconfiné avec interdiction d'être à plus de 6 dans l'espace public, et un théâtre ça fait partie de l'espace public. Qu'est-ce qui s'y est dit et qu'est-ce qui s'y est décidé ? Vous savez, nous les artistes auteurs, donc des arts visuels, les plasticiens, nous sommes un peu lents. Et non indemnisés. Voilà. Oui, c'est peut-être pour ça, parce que on n'est pas les précaires parmi les précaires, mais en tout cas, parmi les artistes, notre statut, il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas d'année blanche. On est sur ce vieux modèle, j'en ai déjà parlé, du droit d'auteur, de la vente d'œuvres, qui est valable. Il y a encore des artistes qui produisent des objets, de très beaux objets, qui provoquent de la pensée, mais il y a eu des révolutions entre-temps, et la majeure partie de nos activités, que ce soit des activités de médiation ou de direction artistique ou d'écriture, jusqu'au mois de juillet dernier, ne rentraient pas dans notre statut. Elles y sont rentrées, mais à peine à hauteur de 30%, c'est déjà une évolution énorme. Donc on a déjà eu des petits acquis parce qu'on a embrayé l'année dernière, en décembre 2019, lors des manifestations, j'étais venu en parler, contre la réforme des retraites, qui ont fédéré en fait une nouvelle génération de militants dans les arts visuels. Ça ne fait pas du tout partie de notre culture. On est des artistes solitaires. On a du mal à se rassembler. On a énormément de difficultés. Par contre, il y avait des personnes qui ont travaillé avant nous, évidemment, des syndicats comme le SNAP-CGT, comme le CAAP, qui ont fait un boulot énorme et que beaucoup, dont moi, on n'a pas su voir. Mais on a réagi parce que nous aussi, dans nos travaux, souvent, on a cette dimension politique dans l'essence même de ce que l'on produit en tant qu'art. Mais en termes de fédération, on n'y arrivait pas. On y est arrivé parce que, évidemment, il y a eu les Gilets jaunes. Nous avons été, à Toulouse et ailleurs, de nombreux artistes à nous retrouver dans le mouvement des Gilets jaunes.
C'était un mouvement ouvert où on a pu débattre au sein des cortèges. Il s'est passé énormément de choses. C'est un mouvement qui a été opprimé et l'oppression, ça crée la solidarité, ça motive la combativité. Donc, quand il y a eu cette réforme de la loi sur les retraites, le mouvement Arrêt en grève est né, il était comme ça, là, en gestation. C'est parti de Paris au départ. Il y a eu ces drapeaux dorés, les ready flags. Il y a eu les relations au sein des cortèges, où on a vu que quand on disait que nous étions artistes, on nous disait « vous êtes intermittents ». Non, non, nous ne sommes pas intermittents. Donc on s'est aperçu de notre non-existence, de notre invisibilité paradoxale en tant qu'artiste des arts visuels. Et là, aujourd'hui, cet AG, c'était enfin... On s'est rendu à plusieurs reprises au Théâtre de la Cité. Enfin, pour nous, c'est capital. C'est le cœur battant d'une réaction. Et effectivement, comme François disait, c'est parti des étudiants. Il y a un seul lieu en France des arts visuels, un FRAC, Fonds régional d'art contemporain, de Marseille, qui est occupé. Et ce sont les étudiants des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence qui ont lancé l'occupation. On les remercie pour leur force. Et là, aujourd'hui, lors de l'AG, nous avons voté. On était entre 30 et 40 pendant les 2h30 qu'a duré l'AG. Et nous participons donc... maintenant que ça passe à 6 personnes, nous participons à l'occupation. Voilà. Pour moi, c'est un moment... oui, assez fort. On a on a des objectifs à très long terme, mais bon, c'est renverser le capitalisme. Ouais, ça c'est à très très long terme. Ouais. Et des objectifs à court terme qui effectivement sont des objectifs sectoriels, mais tu en as parlé. Tu as dit le vieux fantasme français de la convergence des luttes. Voilà, c'est à peu près ça. Oui. Nous, évidemment, pour nous, on réclame un véritable statut, peut-être une sorte d'intermittence, mais dans l'absolu, par rapport à la réforme de l'assurance chômage et au-delà, on demande notre rapport aux travailleurs, quel qu'il soit, qu'il soit artiste ou pas artiste. On débat du salaire, du revenu minimum, du salaire universel, de Bernard Friot, de Stigler, de toutes ces choses qui sont importantes. Il y a des données politiques, des données philosophiques, des données sociales. La lutte, c'est aussi la transmission, c'est aussi un apprentissage commun. C'est une espèce de forge où les uns et les autres amènent différentes expériences, différents savoirs pour que les uns et les autres nous apprenions et qu'on construise quelque chose ensemble. Effectivement, voilà, je crois que la situation, on a parlé du monde d'après, ce qui est... Bon, on est à l'ère de la formule, et la formule, ça réduit tout, quoi, ça réduit le sens. Et c'est pas en termes de formule, il nous faut vraiment du temps, tous, pour débattre, apprendre. Ouais. Mais je suis sûrement un grand naïf, mais j'ai toujours l'espoir. En tout cas, là, j'ai vu dans le secteur dans lequel j'évolue depuis 30 ans une évolution. Parce qu'on sait vraiment, il n'y a jamais eu de réunion à cette échelle-là. Je ne parle pas de notre AG, je parle à l'échelle nationale que les artistes-auteurs se disent qu'ils peuvent être un groupe, quelles que soient leurs esthétiques, on s'en fiche. Là n'est pas la question. Peintre de chevalet, installateur de pissotière, ou ce que l'on veut, on a tous les mêmes enjeux socialement. Et c'est reconnaître cette place. On n'est pas des il faut arrêter avec cette mythologie de l'artiste démiurge, parce que ça, c'est une injonction libérale de faire croire qu'on est une sorte de phallus triomphant de l'artiste, qui déballe tout son être. L'artiste, c'est un acteur social, il travaille, c'est un travailleur, c'est une travailleuse comme les autres, et ce sont ces enjeux
qu'on doit mettre à plat là tous ensemble. Et qui sont en train de se discuter lors de groupes de travail qui tournent autour de ces occupations de théâtre. La nouveauté au fur et à mesure de ces occupations, c'est que d'autres catégories socio-professionnelles, en le disant comme ça, sont arrivées. Et c'est vrai que actuellement, on en arrive à un mouvement qui effectivement est sur le champ artistique, mais déborde un peu du champ artistique. François ? Oui, complètement. Oui, non, mais il n'y a rien à rajouter à ce que tu viens de dire, Manu. Franchement, tu vois, ce serait redondant. Et moi, pour moi, c'est mon éducation, c'est mon histoire, c'est ma mémoire à moi. J'ai été élevé dans cette idée de l'acteur social, de toute façon, quel que soit ce que j'allais faire dans ma vie plus tard, puisque je faisais la tournée des bureaux de vote à l'âge de 5 ans avec mon père, et qu'à l'époque, le Parti communiste faisait 20%. Mais c'était il y a longtemps, je suis pas dans la nostalgie du tout. Non, ce que je veux juste rajouter par rapport pour ne pas être redondant et parler bien moins que Manu, c'est surtout en fait c'est un bonheur aussi de retrouver ces collectifs en plus du coup transversaux, parce que cette éducation, cette transmission, elle est où ? Elle n'existe plus. Quelle histoire on nous raconte ? Là, on rejoint le colonialisme, les machins. C'est quoi ? C'est Napoléon, les super, la France, le temps où la France faisait les 3/4 de l'Europe. C'est ça, la gloire de l'humanité. C'est ça, les progrès. Et même nos révolutions, qu'est-ce qu'on nous apprend ? C'est beaucoup de sang, beaucoup de têtes coupées. Est-ce que le progrès à venir, c'est pas celui où on gagnera un peu de justice dans ce monde sans aucun bain de sang ? Et est-ce que voilà. Et du coup, on est presque des lanceurs d'alerte. Presque on est en train, je sais pas un paradoxe près, mais on pourrait sauver la peau du monde libéral, tu vois, si nous écoutaient un petit peu, tu vois, c'est-à-dire juste réduire un petit peu là, remettre l'impôt sur la fortune, redistribuer. On est déjà, bien sûr, dans un état redistributif en France, sûrement plus qu'aux États-Unis, mais ou en Angleterre. Mais là, on est dans une telle mondialisation galopante, on le voit bien, c'est l'impasse même dans leur logiciel. Donc je crois qu'en effet, du coup, si on étend vraiment le domaine de la lutte, on est des vrais lanceurs d'alerte. On propose des idées, un monde plus juste, avec des valeurs de travail, d'équité, de métier. Manu Pomar vient de nous expliquer que les artistes étaient passés de solitaire à solidaire. C'est déjà un grand pas en avant, et c'est assez énorme. Bon, voilà, donc vous l'avez compris, l'occupation du théâtre de Toulouse continue sur une base sanitaire acceptable, pas plus de 6 personnes. Ça veut dire que quand même les entrées seront filtrées et que les entrées ne seront pas aussi libres que ce qu'elles pouvaient être jusqu'à présent, ou des gens aller voir les gens qui occupaient, discuter et des choses comme ça. Ça va l'être. Ça veut dire aussi qu'on a encore d'autant plus besoin de relais, tu vois, parce que on est déjà 20-30 peut-être à être vraiment des acteurs un peu constants. Donc là, si on réduit à 6, ça veut dire qu'il va y avoir un turnover vraiment nécessaire. Et sur les commissions qui vont se continuer ailleurs. Voilà, donc pareil, on en reparlera dans les émissions à venir. La semaine prochaine, Michel Vier viendra aussi nous parler de ce mouvement. On fera un peu le point après une première semaine de confinement. Et puis voilà, on continuera un peu en suivant un peu de musique. On parle des concerts à venir et puis on se dira au revoir.
Voilà, on vient d'écouter un morceau de Host, quatuor toulousain bien connu, avec des tas de musiciens qu'on aime bien, Pierre Terris à la basse, Théo Teboul à la batterie, Dorian Dutèche à la guitare et Carla Gaudret au sax. Et bien ce quartet, ce quatuor, comme vous voudrez, va bientôt sortir un nouvel album, il s'appellera Kos. Le morceau qu'on est en train d'écouter, c'est le morceau qui donne le titre à l'album, Kos. Une nouvelle plongée dans cette espèce de jazz atmosphérique qui fait penser à des univers en leur temps portés par des gens comme Jan Garbarek ou Eberhard Weber, enfin des gens comme ça. Donc Host sort un nouvel album, mais ça se passera le 16 avril si je me souviens bien, et le lendemain ils seront dans Caramel Mou pour parler de cet album. Et puis si je vous parle de Host à ce moment de l'émission, c'est que demain soir ils seront aussi en concert depuis la Maison de la Terre à Poucharamé. Donc évidemment en concert, vous l'avez compris, sans public, mais que l'on pourra voir sur YouTube et sur Facebook et en live. Et c'est toujours quand même sympathique de voir des musiciens dans son poste de télé, à défaut de pouvoir le voir sur scène, mais un jour on y arrivera, c'est promis. Allez, puisqu'on parle de concert, n'oubliez pas celui que la pause musicale organisé toutes les semaines, tous les jeudis à 12h30 sur la web radio Radio CAFPO, en direct d'onde de la CAFPO. Là aussi, il n'y a pas de public, concert sans public bien entendu. Et jeudi prochain, musique du Japon avec la flûtiste Eva Anne. Et puis ce soir, il y a encore du slam avec une nouvelle étape de la nuit du slam sur Facebook, avec à partir de 20h depuis la salle L'Arrosoir à Figeac, et du slam spoken, du slam spoken, et puis également le Zèbre, donc un duo de slammeurs toulousains qui prendra le micro jusqu'à 20h30. Voilà, on va se quitter là-dessus. Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. On va pouvoir finir l'apéro, Vincent Ferrand, à boire évidemment avec modération. Le micro est ouvert, allez-y. Le 4 juillet. Ouais. Marcilhac, près de Rodez, le Vallon de Culture invite by the Skate. Et Plus rien d'humain, Fabrice Guérin et Christelle Boisanté, ça va être énorme. Marcilhac, venez, ça va être énorme. Voilà, le 4 juillet, parce qu'évidemment... Merci Sidoine Chevalier. Et le 4 juillet, on sera tous à voir des concerts, c'est bien connu. Marcilhac, jolie patrie du vin aussi, un petit vin rouge plutôt sympathique. Bravo. Voilà, Caramel Mou, c'est terminé pour aujourd'hui. Émission réécoutable dans la semaine sur les pages Facebook et YouTube de Caramel Mou Campus FM. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse, en compagnie de Renard, musicien qui a une tendance plutôt pop. Allez, salut les filles, d'ici là, portez-vous bien. Et merci d'exister. Bravo, merci beaucoup. Caramel!